Donc, ceci est un cours de mécanique quantique 2, de notions fondamentales relativement avancées. L'équation de Schrödinger. Donc, on va traiter de l'équation de Schrödinger, de l'oscillateur harmonique et de la particule libre. Donc, l'équation de Schrödinger, vous la connaissez tous, hein, donc c'est IH bar, la dérivée partielle par rapport au temps de la fonction d'onde, est égal à moins H bar carré sur 2m, dérivée seconde par rapport à x2, si on est effectivement en une coordonnée unidimensionnelle, fois la fonction d'onde x de t plus le potentiel v de x de t fois la fonction d'onde. D'accord? Donc c'est une équation différentielle où on a à gauche des variables temporelles et à gauche on a des dérivées des variables spatiales. Si le potentiel est indépendant du temps, donc v de x de t donc, est simplement v de x, d'accord, ne dépend pas du temps, on peut en fait factoriser la fonction d'onde sous la forme suivante. Psi de x de t est égal au produit d'une fonction psi, donc, qui est une fonction d'onde spatiale, par une fonction phi, qui est une fonction d'onde temporelle. Donc si psi s'écrit sous la forme, sous cette forme-là, alors la dérivée partielle de psi par rapport au temps, un psi de x est constante, ne dépend pas du temps, donc c'est égal à psi de x multiplié par dérivée partielle de phi par rapport à t. En fait, c'est même une dérivée droite dans ce cas-là. Bon. Et la dérivée seconde de psi par rapport à x2, ben c'est pareil, un phi de t ne dépend pas des variables d'espace, donc on la sort. Et donc c'est la dérivée seconde de psi par rapport à dx2. Si psi de x, c'est même une dérivée droite. Bon. En fait, on peut changer donc ces dérivées en dérivée ordinaire, et si on divise donc on divise tout par ih par psi fois psi soit fois phi, et on peut réécrire notre fonction donc sous la forme ih bar 1 sur phi d phi sur dt est égal à moins h bar carré sur 2m 1 sur psi dérivée seconde de psi par rapport à x2 plus le potentiel. Alors l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Donc la partie à gauche dépend seulement du temps. La partie à droite dépend seulement des coordonnées d'espace x. Donc on va voir que les deux parties doivent être constantes. On appelle la constante de séparation grand E, énergie. On va voir qu'elle a effectivement la dimension d'une énergie. Et on va se retrouver donc avec une équation temporelle. D phi sur dt est égal à moins i e sur h bar la constante de Planck réduite, phi. On en déduit donc l'évolution temporelle de phi. Phi de t sera de la forme exponentielle moins i et sur h bar. Et on a ensuite une équation donc, de type spatial, qui est la suivante. Moins h bar carré sur 2m dérivée seconde de psi sur dx2 plus le potentiel en x fois phi est égal à e psi. Les solutions de l'équation de Schrödinger indépendantes du temps sont les états stationnaires, autrement dit les valeurs propres de l'hamiltonien ou les énergies propres. Alors maintenant l'oscillateur harmonique. Donc je vais représenter ici un oscillateur harmonique classique. Donc on peut prendre l'exemple d'une bille qui est soumise à une force de rappel, force d'un ressort de type Fdx égale moins Kx, de type moins M oméga carré X. Donc il y a une énergie qui est la somme de son énergie cinétique et son énergie potentielle. Ainsi, l'énergie cinétique minimum ici, l'énergie potentielle maximum ici. Bon, voilà, donc elle oscille en fait entre sa position d'équilibre. Si on considère qu'il n'y a pas de frottement, d'accord. Donc on a un potentiel qui peut être intégré de la manière suivante. Le potentiel en x, donc moins l'intégrale de x0, x0 position de départ, à x de grand f de x dx, ça fait dans la force de rappel. On a des solutions pour ce type d'équation de type harmonique, autrement dit x de t va varier de manière sinusoïdale, de la forme a cos oméga t plus b sinus oméga t. L'énergie donc étant la somme de mon énergie cinétique, mon énergie potentielle. L'énergie cinétique de la particule, c'est 1 demi de m x point carré, et l'énergie potentielle 1 demi de m oméga carré x carré. Et on aura donc une énergie constante. Alors, l'oscillateur harmonique quantique, en mécanique quantique, il est impossible de décrire une trajectoire de manière précise. On a une fonction d'onde dont le modulo carré décrit une densité de probabilité de présence, d'accord, de la particule en un point x à un instant donné t. Bon, effectivement, le commutateur entre l'observable qui représente la position et l'observable qui représente l'impulsion est non nul. Je vous rappelle que le commutateur entre xp, c'est xp moins px, d'accord, appliqué à une fonction d'onde. Donc il faut trouver les énergies. Les énergies, c'est quoi? Ce sont les valeurs propres de l'hamiltonien, donc les états stationnaires et les fonctions propres, pour pouvoir résoudre donc l'équation de Schrödinger. Pour la position et la quantité de mouvement, on ne peut pas calculer les probabilités.
on peut effectivement calculer des valeurs moyennes et de dispersion. Ici, j'ai représenté donc le potentiel de ma particule en fonction de x. Donc, on a des valeurs discrètes de l'énergie, E0, E1, E2, E3, E7, d'accord, auxquelles on associe des fonctions d'onde, phi0 de x, phi1 de x, phi2 de x, phi3 de x, etc. L'équation aux valeurs propres en représentation x. Donc on a notre équation de Schrödinger pour l'oscillateur harmonique qui peut donc se mettre sous la forme moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde sur dx2 plus 1 demi de m oméga carré x carré, facteur donc appliqué à la fonction d'onde psi de x, est égal à l'énergie par la fonction d'onde psi de x. Donc on va introduire en fait des unités naturelles, l'unité d'énergie h bar oméga et une unité de longueur a qui est égale à la racine de h bar sur m oméga. On va introduire des variables sans dimension, donc epsilon qui est égal à e sur h bar oméga, y qui est égal à x sur a, et l'équation de Schrödinger indépendante du temps va s'écrire donc sous la forme 1 demi de x carré moins dérivée seconde sur dy2 appliqué à phi de y qui est égal à epsilon phi de y. On a posé effectivement phi de y est égal à x racine de a fois psi de x. Alors, les solutions en fait de cette équation sont connues en maths. Les solutions normalisées sont les fonctions de Hermite. Les fonctions de Hermite, donc fonctions de degré n, s'expriment sous la forme phi indice n de y, racine de pi de puissance n factorielle, puissance moins 1 de i fois exponentielle moins y2 sur 2 à grand h n de y, où grand h n est un polynôme de degré n, et on n'aura que hn de y qui est égal à moins 1 puissance n exponentielle y2, dérivé n par rapport à yn de exponentielle moins y2. Donc on n'a que des puissances paires, respectivement impaires si n est pair, respectivement si n est impair. Quelques exemples, par exemple h0 de y ça sera 1, h1 de y 2y, h2 de y 4y2 moins 2, h3 de y 8y3 moins 12y. Alors les énergies propres. Donc les valeurs propres associées, donc epsilon n égale n plus 1 demi, d'où les niveaux d'énergie En égale 1 plus 1 demi de h bar oméga, d'où les niveaux d'énergie En égale n plus 1 demi de h bar oméga. Donc on a des niveaux d'énergie discrets en fait. Donc remarque, la constante 0 qui vaut h bar oméga sur 2, c'est l'énergie de point 0. Donc elle est essentielle pour satisfaire aux inégalités de Heisenberg. En effet, la valeur moyenne de E, qui est la valeur moyenne de P2 sur 2m, plus m oméga, valeur moyenne de x carré sur 2, est bornée inférieurement par delta P de psi par delta x de psi, est supérieure à h bar sur 2. De cette inégalité, on en déduit donc 0. Alors, résolution algébrique. Une autre méthode plus instructive est de résoudre l'équation de Schrödinger avec une approche donc dite algébrique. Donc en posant grand H qui est égal à P2 sur 2m, donc P, donc la quantité de mouvement, c'est mv en fait, ou mx point. Donc sur 2m plus donc, le potentiel harmonique m oméga carré x carré sur 2, on introduit les opérateurs sans dimension. Donc x chapeau par définition qui serait égal à racine de m oméga sur h bar x, et p chapeau par définition serait égal à 1 sur racine de m h bar oméga p. D'où grand H qui est égal à h bar oméga sur 2, facteur de x chapeau carré plus p chapeau carré. De la commutation entre x et p qui est égal à i h bar, on a la commutation entre x chapeau et p chapeau qui est égal à i. Le but étant de résoudre le problème aux valeurs propres, qui est donc le suivant, h appliqué à psi est égal à e appliqué à psi, en utilisant uniquement cette relation. Autrement dit, on voit que les énergies en fait sont des valeurs propres pour les vecteurs propres psi. Alors, opérateur annihilation et création. Donc on va poser par définition A qui est égal à 1 sur racine de 2 fois l'observable x chapeau plus i fois l'observable p chapeau. ADAG, l'opérateur hermétique, donc le transposé conjugué, est égal par définition à 1 sur racine de 2 x chapeau moins i p chapeau. Je rappelle que i chapeau et p chapeau sont eux-mêmes des opérateurs hermétiques. Donc égal à leur conjugué hermétique transposé. Donc, et donc le commutateur, donc ça après c'est une opération que vous faites, hein, le commutateur entre A et ADAG ça vaut 1. C'est juste à le poser, hein, vous avez donc A ADAG moins A ADAG c'est 1 sur racine 2 fois 1 sur racine 2, donc 1 demi, divisé par x chapeau plus i p chapeau, facteur de x chapeau moins i p chapeau, c'est x chapeau plus p carré, bon en fait la différence vous obtenez que c'est égal à 1.
Donc A et ADAX sont appelés les opérateurs annihilation et création, on va voir pourquoi. On définit également l'opérateur nombre, grand N, qui est par définition le produit entre ADAG et A. On dit que ce sera égal à 1 demi de X chapeau carré plus P chapeau carré moins 1. Cet opérateur hermitien satisfait, donc le commutateur entre N et A est égal à moins A. Le commutateur entre N et ADAG est égal à ADAG. Ce qui implique que l'hamiltonien, qui est donc la fonction énergie, la matrice qui va décrire l'évolution de notre système, vu de l'énergie, sera égal à H bar oméga, préfacteur, facteur de N plus 1,5. Grand H et grand N ont les mêmes vecteurs propres. Nous avons montré que les valeurs propres nu de N sont des entiers positifs ou nuls. Alors, valeurs propres de l'opérateur nombre N. Les valeurs propres nu de l'opérateur N sont positives ou nulles. Donc, voilà la preuve. Soit un vecteur propre associé à nu. On a donc A nu au carré, donc égal à, donc au produit entre le bras nu ADAG A et le ket nu. Donc ceci par définition c'est nu scalaire n nu. Donc n nu, simplement nu fois le vecteur nu. Donc je le sors puisque c'est un vecteur propre, donc c'est égal à nu. Le produit scalaire entre nu, le bras nu et le ket associé. On en déduit que nu est positif ou nul, puisqu'on a ici un carré, et que A scalaire nu est nul si nu est lui-même nul. B. A fois le vecteur nu est soit un vecteur propre de n avec la valeur propre nu-1, soit le vecteur nul. En effet, NA appliqué à nu, bon, c'est AN appliqué à nu, puisque A est un scalaire, moins A nu, ok, d'après l'équation qui précède. Donc c'est égal à nu A appliqué au vecteur nu, moins A appliqué au vecteur nu. Autrement dit, on met en facteur A appliqué au ket nu, et donc c'est égal à nu moins 1 A fois le ket nu. Autrement dit, quand on applique, voilà, donc valeur propre de l'opérateur nombre. ADAG nu est toujours un vecteur propre de n avec la valeur propre nu plus 1. Donc en effet, n fois ADAG appliqué au ket nu, c'est ADAG n appliqué au ket nu plus ADAG au ket nu. C'est égal à nu ADAG nu plus ADAG appliqué au ket nu. C'est égal à nu plus 1 ADAG appliqué au ket nu. ADAG nu ne peut pas être nul car ADAG nu module carré est égal à nu fois A ADAG nu. C'est égal à nu fois n plus 1 nu, c'est égal à nu plus 1 fois produit scalaire entre nu et nul. Donc ça c'est positif. Donc stratégie pour la résolution des valeurs propres. Donc on va appliquer de manière répétée A sur le ket nu. On va avoir une suite de valeurs propres de n, ket nu, A carré ket nu, etc. Qui auront pour valeur propre associée nu, nu-1, nu-2, etc. Puisque les valeurs propres de n sont positives ou nulles, la séquence nu, nu-1, nu-2 va admettre un élément plus petit, donc soit nu-n cet élément, puisque nu-n est la plus petite valeur propre, nu-min moins 1 n'est pas valeur propre. Donc d'après le point B, ça va impliquer que le ket nu-min est égal au ket nul. Comme A nu carré c'est nu fois nu au carré quel que soit nu, on en déduit que nu-min est nécessairement égal à 0, ce qui implique que nu est un entier positif. Alors on retrouve ensuite donc les niveaux d'énergie. Comme grand H est égal à H bar oméga facteur de n plus 1,5, on retrouve bien les niveaux d'énergie H bar oméga facteur de n plus 1,5 avec n qui vaut 0, 1, 2, 3. Donc j'ai ici tracé donc, pour l'oscillateur harmonique le potentiel en fonction de x. On a effectivement des valeurs discrètes de l'énergie, E0 qui vaut 1,5 de H bar oméga, auquel on associe la fonction phi0 de x, E1 qui correspond à l'énergie 3,5 oméga, etc. jusqu'à E7, 15,5 de E oméga. Voilà, donc on a des valeurs discrètes du niveau énergétique pour cet hamiltonien, pour l'oscillateur harmonique. Donc les états propres avec la résolution algébrique, donc on va utiliser l'opérateur destruction et le point A. Donc l'état fondamental qui sera donc l'état d'énergie la plus basse va être défini par A fois le 4 0 qui est égal à 0. L'opérateur X chapeau plus IP chapeau appliqué au 4 0 est égal à 0.
En représentation x, ben, en fait, on a une équation différentielle qui est la suivante. On a m oméga x sur h bar plus la dérivée par rapport à x de tout applicable à phi 0 de x est égal à 0. Donc on a comme solution pour l'état fondamental ben, la fonction d'onde phi 0 de x qui va se mettre sous la forme m oméga sur pi h bar puissance 1 quart exponentielle moins 1 demi de m oméga x carré sur h bar qui est égal à alpha sur racine de pi puissance 1 demi fois exponentielle de moins 1 demi alpha carré x carré avec alpha qui est égal à par définition racine de m oméga sur h bar. On a effectivement une gaussienne qui est normalisée. Donc je vous ai représenté ici phi 0 de x, d'accord, pour la distribution de l'énergie sur l'oscillateur harmonique. Alors les états excités, donc l'action de l'opérateur destruction et de l'opérateur création sur les états propres est la suivante. A appliqué au quête n va nous donner racine de n fois le quête n-1, autrement dit on descend d'un niveau d'énergie. Et ADAG appliqué au quête n est égal à racine de n plus 1 fois le quête n plus 1. Autrement dit, ADAG opère une incrémentation quelque part du niveau d'énergie. Essayez de le montrer vous-même ou de chercher la démo dans la littérature. Alors, vous ne pouvez pas dire de le démontrer soi-même avec, vous utilisez les équations précédentes et vous substituez, vous obtenez ces résultats. Donc alors ces opérateurs font passer d'un état d'énergie, donc n plus 1 demi h bar oméga, à des états de type n plus 1 demi plus ou moins 1 h bar oméga. Ils annihilent, j'oublie ENT, c'est pas grave, ou créent ENT, un quantum h bar oméga. Autrement dit, effectivement, si je suis dans ce niveau d'énergie vert, en appliquant l'opérateur ADAG, eh bien, je vais monter d'un niveau d'énergie, puisque du ADAG appliqué à n, ça nous donne du n plus 1 via un préfacteur racine de n plus 1. Et si j'applique donc à ce niveau d'énergie vert l'opérateur A, ADAG appliqué à n, ça me donne du quête n-1, je descends d'un niveau d'énergie. Donc l'application successive de ADAG. Donc on commence avec l'état fondamental, le quête 0 qui est déjà connu, on applique la forme différentielle de ADAG et on retrouve le quête 1, d'accord, puisque ADAG nous fait monter d'un niveau, niveau d'énergie. Okay. Ensuite, la prochaine opération avec ADAG va nous donner quête 2, etc., etc. On montre, bon, c'est un raisonnement que l'on peut montrer par récurrence, que le quête n sera égal à 1 sur racine de n factoriel, ADAG puissance n fois le quête 0. On en déduit de cette relation la valeur de la fonction d'onde, phi n de x, qui sera de la forme 1 sur racine de n factoriel, 1 sur 2 puissance n, fois x racine de m oméga sur h bar moins racine de h bar sur m oméga dérivée partielle par rapport à x, tout ça à la puissance nème, de appliqué à phi 0 de x. Donc ceci, en fait, c'est tout simplement Cn multiplié par le polynôme de Hermite à la puissance le polynôme n de Hermite calculé en sa valeur alpha x fois une exponentielle moins 1,5 de alpha carré x carré. D'accord. Qui est une exponentielle de décroissance, d'atténuation. Donc on trouve les Cn avec la normalisation. Le résultat est identique avec cela par intégration. Donc je donne quelques exemples de solutions. On a phi 0 de x donc, qui sera égal à alpha sur racine de pi 1 demi exponentielle moins 1 demi d'alpha de x2. Phi 1 de x sera égal à alpha sur 2 racine de pi puissance 1 demi 2 alpha x exponentielle moins 1 demi alpha carré x carré, etc. etc. N'oublions pas que les densités de probabilité sont données par le module carré de la fonction d'onde et donc par le module carré de phi n de x. Donc j'ai représenté ici quelques exemples de solutions de fonction d'onde pour les différents degrés de niveau d'énergie. Effectivement, on a des densités, donc ça, lorsque je passe de là à là, je passe au module carré, et donc on a des probabilités de présence, par exemple pour E4, on va avoir P4, la fonction d'onde, par rapport à X, la particule a plus de probabilité d'être centrée à ce niveau-là, à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Il y a une zone creuse. Alors, notion de particules libres. Donc on va partir donc, avec un potentiel nul. Une particule libre peut être décrite par une trajectoire, donc à travers sa position, sa vitesse. En mécanique quantique, cela n'est pas possible. Il faut commencer donc avec l'équation de Schrödinger. Donc moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde de psi sur dx2, qui est égal à donc l'énergie fois psi, ou dérivée seconde de psi sur dx2 est égal à moins k carré psi, avec k qui est par définition racine de 2me sur h bar. La solution générale est de type phi de x égale a exponentielle ikx plus b exponentielle moins ikx. Si on n'est pas en présence d'un puits de potentiel, il n'y a aucune condition aux bornes et toutes les énergies vont être permises. Donc solution en onde plane. Donc avec toutes les énergies E propres,
On peut ajouter une dépendance temporelle de la forme exponentielle moins i et sur h bar. Et notre fonction d'onde, psi de x, sera de la forme a exponentielle ik facteur de x moins h bar k sur 2mt plus b exponentielle moins i x plus h bar k sur 2mt x. Donc ces deux termes représentent les ondes planes, une se déplaçant vers les x positifs donc, et l'autre vers les x négatifs. Donc si on admet pour leur vecteur d'onde, le vecteur d'onde. Donc si on admet les valeurs positives ou négatives pour k, donc on peut simplifier et mettre si indice k de x sous la forme a exponentielle i kx moins h bar k carré sur 2mt est égal à a exponentielle i kx moins oméga t. Je rappelle la longueur d'onde de De Broglie, lambda égale 2pi sur k, et la quantité de mouvement p égale h bar k. Alors rupture de la normalisation, donc on va calculer la norme de psi indice k de x de t. L'intégrale sur R de psi k étoile x de t psi k de x de t dx est égal au module de a carré fois l'intégrale sur R de dx. Autrement dit, c'est quelque chose qui n'est pas borné. On a du module de a carré par un terme qui diverge. Donc on voit bien que c'est impossible à normaliser et donc c'est impossible à réaliser. Une particule libre ne peut pas exister dans un état de type stationnaire. Donc les particules libres avec énergie bien définie n'existent pas. N'existent donc pas. Donc notion de paquet d'ondes. Donc une vraie particule peut avoir une représentation mathématique quand même si on applique une superposition des états stationnaires, connue comme solution de l'équation de Schrödinger. Donc l'énergie n'est pas quantifiée, ce sera à ce moment-là une superposition continue, donc une intégrale sur k au lieu d'une somme des états. Et on aura psi de x de t qui se mettra sous la forme 1 sur racine de pi, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des psi k exponentielle i facteur de kx moins oméga de kt dk. On intègre effectivement sur tous les vecteurs d'onde possibles. C'est un spectre continu sur K. La fonction phi de K donne la forme du paquet d'ondes et elle représente un intervalle de K, donc dit intervalle d'énergie. Alors paquet d'ondes dans l'espace réel et dans l'espace des impulsions, phi de K et psi de x0 sont reliés par une transformée de Fourier. Nous pouvons dessiner le paquet d'ondes soit dans l'espace réel, soit dans l'espace de K. Dans l'espace de K, effectivement, on a ce type de paquet d'ondes avec une largeur spectrale delta K qui va nous donner une largeur en impulsion delta P. Phi de K, dans l'espace réel, eh bien, on a psi de x qui prendra des valeurs oscillantes de cette forme. Et à partir d'un psi de x comme ça, on peut calculer le module au carré de psi qui correspond à la densité de probabilité de présence. Et on a une densité de probabilité de présence de cette forme-là, avec un écart variance delta x, effectivement un paquet d'ondes qui se propage. Donc les cas limites, c'est l'onde plane monochromatique, on aura phi de k qui est de la forme delta de k moins k bar, et psi de x de 0 proportionnel à l'exponentielle i k bar x. Pour une particule parfaitement localisée en x égale x0, on a psi de k qui est proportionnel à l'exponentielle i k x0. Ni l'onde plane ni l'état parfaitement localisé ne correspondent à des états physiquement réalisables. On dit alors que ce sont des états non normalisables. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième partie sur un cours de mécanique avancée sur l'équation Schrödinger et l'oscillateur harmonique. Je pense que je ferai dans une prochaine vidéo des exercices d'application.